Ils m'ont fait interner pour me faire taire. Mais ils ont oublié une chose. Un artisan n'oublie jamais l'œuvre de sa vie. Même quand cette œuvre est la trahison de ses propres enfants. Ils pensaient que ma mémoire s'effritait comme du vieux bois, que les souvenirs du crime dont j'ai été le seul témoin, s'étaient envolés en fumée. Mais ils se trompent. Écoutez cette histoire jusqu'au bout. Et dites-moi ce que vous feriez à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez. Car ce soir, la solitude de cette chambre 3B est si pesante que j'ai l'impression de parler aux murs. Des murs blancs, froids, qui sentent l'antiseptique et l'oubli. Ils croient m'avoir effacé, mais ils n'ont fait qu'allumer une lumière crue, sur la vérité que je gardais enfouie. Je suis le fantôme de la résidence, la Chênaie paisible. Un nom ironique pour un lieu où rien n'est paisible, surtout pas mon esprit. Je passe mes journées assis près de la fenêtre, à regarder les saisons changer sur un chêne solitaire dans la cour. Mes mains, autrefois capables de donner vie au bois le plus brut, tremblent aujourd'hui en tenant une simple tasse de tisane tiède. On me traite comme un enfant, avec des sourires condescendants et des paroles infantilisantes. Les aides-soignantes sont polies, professionnelles, mais leur regard me traverse. Elles voient un vieil homme de 78 ans, diagnostiqué avec une démence sénile naissante, une coquille vide attendant la fin. Elles ne voient pas Bernard Dubois, l'ébéniste, le père, le témoin silencieux d'un péché originel. Mon monde se résume à cette chambre de 12 mètres carrés. Un lit médicalisé, une armoire en formica, une petite table. Chaque objet ici crie l'impersonnel, le temporaire. C'est un décor conçu pour que personne ne s'attache, pour que le départ soit aussi discret que l'arrivée. Le seul vestige de ma vie d'avant est cette vieille malle en bois que j'ai insisté pour garder. Elle trône dans un coin, sombre et lourde de secrets. Mes enfants, Thomas et Élise, ont accepté, pensant sans doute que c'était le caprice d'un vieillard s'accrochant à ses souvenirs. Ils ne savent pas que ce n'est pas le passé que je garde à l'intérieur, mais leur avenir. Un avenir qu'ils ont bâti sur un mensonge et que je peux démolir d'un seul geste. Les photos sur ma table de chevet sont une torture quotidienne. Eux, souriants, lors de leur remise de diplôme. Eux, en vacances, dans des lieux que mes sacrifices leur ont permis de découvrir. Je les regarde, et je ne ressens plus la fierté d'antan. Je vois des étrangers. Des acteurs jouant le rôle d'enfants aimants dans une pièce dont j'ai écrit le scénario sans en connaître la fin tragique. Il n'y a pas de visite. Pas d'appel. Juste le silence. Et le poids de leur absence qui est plus assourdissant que n'importe quel cri. Ils m'ont abandonné ici, non par négligence, mais par stratégie. Ils voulaient que mon esprit s'éteigne, emportant avec lui la vérité de cette nuit-là. Ils ont sous-estimé la solidité d'une mémoire forgée par la trahison. Il fut un temps où mes mains ne tremblaient pas, elles sentaient la sciure, la résine et la cire d'abeille. J'étais ébéniste à Lyon, et mon atelier était mon royaume. Chaque meuble que je créais portait une part de mon âme. Mon plus grand rêve n'était pas de devenir riche, mais d'ouvrir ma propre galerie d'art, un lieu où mes sculptures en bois raconteraient des histoires sans avoir besoin de mots. J'avais le terrain, les plans, la passion. Mais ensuite, Thomas est né, puis Élise. Leurs rires ont rempli la maison, et leurs besoins ont redéfini mes priorités. Mon rêve pouvait attendre. Le leur ne le pouvait pas. Un père fait ce genre de choix sans même y penser. C'est un instinct, un amour qui se mesure en actes, pas en paroles. Je me souviens des nuits passées à l'atelier, la lumière de la lampe éclairant mes mains fatiguées, travaillant sur des commandes supplémentaires pour payer leurs grandes écoles. Thomas voulait devenir avocat. Élise rêvait de monter son entreprise. Des ambitions nobles qui coûtaient cher. Je n'ai jamais hésité. Chaque coup de rabot, chaque jointure parfaite, c'était un pas de plus vers leur réussite. Je rentrais à l'aube, l'odeur du bois imprégnée dans mes vêtements, et je les regardais dormir, leur visage paisible, ignorant tous des efforts silencieux de leur père. Leur mère s'inquiétait pour ma santé, mais je lui disais que ma plus belle œuvre, ce serait eux. Leur avenir était le chef-d'œuvre auquel je dédiais ma vie. Le sacrifice le plus douloureux fut de vendre le terrain hérité de mon père. C'était un lopin de terre où il m'avait appris à reconnaître les arbres, à écouter le vent dans les feuilles. C'était notre sanctuaire. Mais Élise avait besoin d'un capital de départ pour son entreprise. J'ai signé les papiers sans un mot, sentant une partie de moi se détacher. Elle a organisé une petite fête pour célébrer son lancement, et au milieu des coupes de champagne et des félicitations, elle m'a remercié d'un baiser rapide sur la joue. Pour elle, ce n'était que de l'argent. Pour moi, c'était la terre de mes ancêtres, le sol de mes souvenirs, sacrifié pour qu'elle puisse construire son empire. Puis il y a eu Thomas, et ses dettes de jeu. Un secret que j'ai gardé de tous, surtout de sa mère, qui n'aurait jamais pardonné une telle faiblesse. Il m'appelait au milieu de la nuit, la voix brisée par la panique. J'allais le retrouver dans des cafés sombres pour lui donner des enveloppes d'argent que je n'avais pas. J'ai vidé mes économies, emprunté à des amis, tout cela pour le protéger des conséquences, pour préserver son image d'avocat prestigieux. Il me promettait que c'était la dernière fois,
et je choisissais de le croire. Je ne le protégeais pas seulement de ses créanciers, mais aussi de la honte. Je pensais qu'en absorbant ses erreurs, je le rendais plus fort. Quelle terrible erreur de jugement. Nos repas de famille étaient simples mais pleins de chaleur. C'est moi qui cuisinais le plus souvent, des plats traditionnels qui prenaient du temps, comme pour rattraper les heures que je passais à l'atelier. J'aimais les voir se régaler, écouter leurs histoires de bureau, leurs succès. Leur vie devenait de plus en plus complexe, remplie de termes que je ne comprenais pas toujours, mais leur bonheur me suffisait. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance, jamais rappelé un seul de mes sacrifices. Je pensais que c'était la nature même de l'amour paternel. Un don inconditionnel. Une source qui ne se tarit jamais. Je leur donnais mes racines pour qu'ils puissent grandir et toucher le ciel, sans jamais imaginer qu'ils les couperaient un jour. Même les petits plaisirs étaient le fruit d'un calcul. Ce vélo pour l'anniversaire de Thomas, cette jolie robe pour Élise. Je me privais de nouveaux outils ou de vêtements décents pour voir leurs yeux briller. Leur joie était ma monnaie. Je me souviens d'un Noël où j'avais fabriqué pour eux une maison de poupées et un garage en bois, travaillant en secret pendant des mois. Leurs cris de joie ce matin-là ont effacé toute la fatigue. Je croyais construire des souvenirs impérissables, des fondations solides d'amour et de respect. Je bâtissais une forteresse familiale, sans voir que les ennemis étaient déjà à l'intérieur, attendant patiemment leur heure pour prendre le contrôle et m'enfermer dans les oubliettes. Le jour de la remise de diplôme de Thomas, j'étais au fond de la salle, en bleu de travail, car je n'avais pas eu le temps de rentrer me changer. Quand il a été appelé sur scène, j'ai applaudi plus fort que tout le monde, les larmes aux yeux. Il ne m'a pas vu, ou a prétendu ne pas me voir. Plus tard, lors du cocktail, il m'a présenté à ses amis comme Bernard, un ami de la famille. Ce jour-là, une première fissure est apparue dans l'édifice de mes illusions. J'ai mis ça sur le compte de la jeunesse, de la gêne peut-être. Je n'ai rien dit, comme d'habitude. J'ai avalé la blessure et je suis rentré à mon atelier, le cœur un peu plus lourd. Après la mort de ma femme, le silence dans la maison est devenu une présence physique. C'est à ce moment-là que le véritable éloignement a commencé. Leur vie était trépidante, remplie de responsabilités et de succès que j'avais moi-même financés. Les appels se sont espacés. « Salut papa, tout va bien ? Je suis en réunion, je te rappelle. » Ils ne rappelaient jamais. Les visites dominicales sont devenues mensuelles, puis saisonnières. Ils arrivaient avec des cadeaux chers, comme pour acheter leur tranquillité d'esprit, et repartaient 1 heure plus tard, laissant derrière eux un parfum de culpabilité et de devoir accompli. J'étais devenu une obligation, une case à cocher dans leur agenda surchargé. Puis est venu le mépris voilé. Mes petits oublis, un nom, une date, des choses normales à mon âge, sont devenus des symptômes alarmants à leurs yeux. Ils en parlaient entre eux devant moi, comme si je n'étais plus là. « Papa perd la tête », murmurait Élise à Thomas au téléphone, pensant que je n'entendais pas. Il faut faire quelque chose avant qu'il ne fasse une bêtise. La bêtise qu'ils craignaient n'était pas pour ma sécurité, mais pour leur tranquillité. Je devenais un problème à gérer, un fardeau qui menaçait de ternir le tableau parfait de leur réussite. Ils ont commencé à me regarder différemment, avec une pitié froide et calculatrice. L'exclusion est devenue systématique. J'apprenais par hasard qu'ils avaient organisé un grand repas de famille pour Pâques, et ne m'avaient pas invité. On ne voulait pas te fatiguer, papa. Des décisions importantes concernant la maison familiale étaient prises sans me consulter. Ils ont vendu certains des meubles que j'avais fabriqués, des pièces uniques, sans même me le dire. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison, un vieux meuble encombrant qu'on déplace d'une pièce à l'autre, en attendant de s'en débarrasser. La solitude était une chose, mais l'invisibilité est une torture bien plus cruelle. Être nié par son propre sang est une mort lente. L'humiliation la plus profonde fut silencieuse. Le jour de mon 77e anniversaire, ils sont venus déjeuner. Ils ont apporté un gâteau de pâtissier, ont chanté « Joyeux anniversaire », sans conviction, puis ont passé le reste du repas à parler de leurs projets, de leurs investissements, de leurs vacances futures. J'étais assis au bout de la table, silencieux, une bougie éteinte devant moi. Ils ne m'ont pas posé une seule question. J'étais le spectateur invisible de leur vie florissante. En partant, Thomas m'a tapoté l'épaule et a dit « Repose-toi bien, papa ». C'était un ordre, pas un souhait. Ils me voulaient faible, passif, prêt pour la suite de leur plan. Quelques semaines plus tard, ils sont revenus, accompagnés d'un médecin au regard fuyant. Ils m'ont parlé avec une douceur mielleuse de « la chaîne est paisible », un endroit merveilleux où je serais en sécurité, où on prendrait soin de moi. Ils avaient déjà tout signé. J'ai vu le soulagement dans leurs yeux quand j'ai accepté sans protester. Que pouvais-je faire ? Crier ? Me débattre ? Ils auraient utilisé cela comme une preuve supplémentaire de ma démence. J'ai fait ma valise en silence, choisissant avec soin les quelques objets que je voulais emporter, dont la fameuse malle en bois.
En fermant la porte de ma maison pour la dernière fois, j'ai croisé le regard de mon fils. Il n'y avait pas de tristesse, juste le froid soulagement d'une tâche accomplie. Il pense que ma mémoire est une toile vierge, une ardoise effacée par le temps et la prétendue maladie. Mais il se trompe lourdement. Certaines nuits je ne dors pas. Je revis cette soirée d'il y a 10 ans, l'odeur âcre de la fumée qui envahit mon atelier à Lyon. Le crépitement des flammes dévorant le bois, mes outils, mes projets. Toute une vie de travail. Ils ont appelé ça un accident. Un court-circuit tragique. Mais moi je sais. Je me souviens de chaque détail, de chaque mensonge. La trahison a des vertus insoupçonnées. Elle grave les souvenirs dans la mémoire avec une encre indélébile, une clarté que même leur diagnostic fallacieux ne peut obscurcir. Leur tragédie heureuse, comme ils l'ont appelée. L'assurance a versé 400 000 €, une somme considérable qui est devenue la pierre angulaire de leur fortune. L'entreprise d'Élise a été sauvée de la faillite, et Thomas a pu investir et asseoir sa réputation. Il pensait que j'étais à la maison, anéanti par le chagrin et sous l'effet des calmants que le médecin m'avait prescrits. Mais cette nuit-là, l'insomnie m'avait poussé à retourner à l'atelier, une dernière fois. Je suis arrivé juste à temps pour me cacher dans l'ombre et assister au spectacle de ma propre ruine, orchestré par ceux à qui j'avais tout donné. Caché derrière un vieux cyprès, j'ai entendu leurs voix. Pas des voix de deuil, mais des voix excitées, complices. Thomas et Élise. Ils peaufinaient leur alibi, se félicitant de la perfection de leur plan. Personne ne soupçonnera rien, disait Thomas. C'est triste pour les meubles, mais ce feu purifie toutes nos dettes et nous ouvre un nouvel avenir, répondait Élise. Leurs mots étaient plus brûlants que les flammes qui ravageaient mon atelier. Le crime n'était pas seulement l'incendie criminel et l'escroquerie à l'assurance. Le véritable crime, c'était la trahison absolue, la négation de tout l'amour et de tous les sacrifices que j'avais faits pour eux. Ce qu'ils ignorent, c'est que le feu n'a pas tout détruit. Le lendemain, dans les décombres encore fumants, j'ai retrouvé 2 choses qu'ils croyaient réduites en cendres. Un vieux carnet de comptes, à moitié brûlé, où j'avais noté les sommes que je prêtais à Thomas. Et une lettre d'un ancien associé, qui me mettait en garde contre les dettes grandissantes d'Élise. Ces preuves, je les ai cachées. Elles sont là, dans le double fond de la malle en bois qui me suit comme mon ombre. Cette malle qu'ils m'ont laissé garder par pitié, la considérant comme le jouet inoffensif d'un vieil homme. Ils ont enterré le père, mais ils ont oublié que l'artisan, lui, conserve toujours ses outils les plus précieux. Dans la solitude de cette chambre, la douleur s'est lentement muée en une lucidité froide et tranchante. J'ai cessé d'être la victime passive de leur complot. J'ai arrêté de pleurer sur le passé. La trahison m'a rendu mes forces, non pas physiques, mais mentales. L'artisan en moi s'est réveillé. Mes mains tremblent peut-être, mais mon esprit est devenu aussi affûté qu'un ciseau à bois fraîchement aiguisé. J'ai commencé à observer, à planifier. Le silence de cette résidence est devenu mon allié, le théâtre de ma renaissance silencieuse. Ils voulaient m'éteindre, mais ils n'ont fait qu'attiser une braise qu'ils croyaient morte depuis longtemps. J'ai remarqué une jeune avocate, commise d'office, qui venait visiter une autre résidente. Elle avait un regard droit, une écoute attentive. Elle ne voyait pas des vieillards séniles, mais des personnes. Un jour, je l'ai abordée dans le couloir, non pas comme un homme fragile et confus, mais comme un client avec une requête précise. Je lui ai parlé calmement, clairement, sans mentionner le crime ou la trahison. Je lui ai simplement expliqué que je souhaitais mettre de l'ordre dans mes dernières volontés, en toute confidentialité. Elle a vu la clarté dans mes yeux, pas la démence. Elle a accepté de m'aider, intriguée par la dignité de ma démarche. Mon premier acte a été de rédiger un nouveau testament, un document simple, irrévocable. La vieille malle en bois et tout son contenu ne sont plus destinés à mes enfants. Je les lègue intégralement à une fondation pour le journalisme d'investigation. Je leur laisse une histoire à découvrir, une vérité à mettre en lumière. Ce n'est pas une vengeance, c'est une transmission. Je ne serai pas celui qui les accuse, mais je donnerai à d'autres les moyens de le faire. La justice suivra son cours, impartiale et documentée. Mon héritage ne sera pas de l'argent mais la vérité, une vérité qu'ils ont tenté d'enterrer avec moi. Mon second acte a concerné mes économies. Une somme modeste mais significative de 15 000 €, tout ce qui me restait après une vie de labeur et de dons. Cet argent, je l'ai fait transférer sur le compte de la plus jeune des aides-soignantes de la résidence. Une jeune femme douce et bienveillante, qui peine à payer les études de son frère. Elle me parle souvent de lui avec fierté. Elle m'apporte parfois une fleur du jardin, sans raison. Elle me traite avec une humanité simple et sincère que mon propre sang m'a refusée. C'est elle qui mérite mon aide. Mes actions sont silencieuses, précises. Le dernier coup de pinceau d'un artisan qui achève son œuvre.
Une notification légale concernant le changement de testament a dû parvenir à Thomas. La panique a été leur seule réponse. Soudain ma chambre oubliée est devenue le centre de leur monde. Les fleurs hors de prix s'accumulent sur ma table, les boîtes de chocolat fin s'entassent sur mon armoire. Les visites sont devenues quotidiennes. Ils arrivent, le visage crispé par une sollicitude feinte, leurs yeux balayant la pièce, cherchant désespérément la vieille malle en bois. Ils ont compris. Ils ont compris que le vieil homme qu'ils ont mis au rebut se souvient de tout. La peur a remplacé le mépris. Élise est la première à jouer sa partition. Elle arrive avec des larmes de crocodile, sa voix tremblante d'une émotion fabriquée. « Papa, tu nous as tellement manqué !» murmure-t-elle en essayant de me prendre dans ses bras. Son étreinte est froide, calculatrice. Je sens la tension dans ses muscles, la panique sous le vernis de la fille aimante. Elle me parle de son enfance, de souvenirs qu'elle embellit, tentant de raviver une flamme qu'elle a elle-même éteinte. Je la regarde, impassible. Son spectacle est pathétique. Elle ne voit pas son père, elle voit un coffre-fort dont elle a perdu la combinaison. Thomas arrive ensuite, jouant le rôle du fils prodigue, rongé par le remords. Nous étions si inquiets, nous ne savions pas ce que nous faisions, dit-il en essayant de prendre ma main. Sa paume est moite. Son regard d'avocat habituellement si assuré, est fuyant. Il me parle de ma santé, me suggère de nouveaux traitements, et glisse subtilement qu'il pourrait m'aider à gérer mes affaires, à signer une nouvelle procuration. Il cherche la faille, le moment de faiblesse qui leur permettrait de reprendre le contrôle. Il me parle avec une douceur écœurante, espérant endormir ma méfiance. Mais je ne suis plus endormi, je suis plus éveillé que jamais. Je les écoute, je les observe, je ne dis rien, mon silence est ma nouvelle force. Il les rend fous. Ils ne savent pas ce que je pense, ce que je sais, ce que j'ai fait. Dans leurs yeux, je ne vois plus mes enfants. Je vois deux prédateurs terrifiés, pris au piège de leur propre cupidité. Ils ont passé des années à me rendre invisible, et maintenant je suis la seule chose qu'ils voient. Ils ont cru détenir tout le pouvoir en m'enfermant ici, mais ils se sont enfermés eux-mêmes dans une cage de peur. Pour la première fois de ma vie, le contrôle est entièrement mien, et ce contrôle a le goût d'une justice lente et méritée. J'ai le pouvoir de les anéantir. Un simple appel à mon avocate, et la bombe contenue dans la malle explosera. Leur vie, qu'ils ont construite sur les cendres de mon atelier et de mon amour, s'effondreront dans un scandale de fraude, de parjure et de déshonneur. La prison les attendrait au bout du chemin. C'est la justice froide de la loi, une fin logique à leur trahison. Est-ce cela que je veux? Les voir derrière les barreaux, dépouillés de tout ce pourquoi ils m'ont sacrifié. La satisfaction serait-elle à la hauteur de la douleur qu'ils m'ont infligée? Ou existe-t-il une punition plus subtile, plus cruelle? Les laisser vivre. Les laisser vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Les laisser s'épuiser dans des visites feintes et des sourires forcés, sachant que leur père, depuis le silence de sa résidence, détient le pouvoir de les détruire à tout instant. Une vie entière passée dans la peur, à guetter le moindre de mes gestes, à redouter chaque lever de soleil. N'est-ce pas là la plus juste des sentences? Une prison sans murs, dont je serai le seul geôlier. Laisser leurs crimes les ronger de l'intérieur, jour après jour. Ma décision finale ne définira pas seulement leur destin, mais le vrai sens de la justice. Ils m'ont laissé ici pour que je me taise, pour que j'oublie. Mais dans ce silence forcé, j'ai trouvé ma voix la plus puissante et ma plus grande force. Je regarde leur visage, qui cherchent désespérément un signe de pardon, et je ne vois plus rien des enfants que j'ai élevés avec amour. Je ne vois que le reflet de leurs crimes, la laideur de leur âme. Ma décision est prise, et elle est aussi solide et inflexible que le vieux chêne que j'aimais tant sculpter. C'est une justice qui n'est pas née de la vengeance mais de la dignité retrouvée. Et vous? Pardonneriez-vous aux enfants qui vous ont trahis pour protéger leurs crimes? Ou vous assureriez-vous que la justice leur fasse payer chaque larme et chaque jour de solitude?